avec nous pour ce club, Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël, merci d'être là, éditorialiste politique à i24 News. Bonjour Émilie Zapalski, merci également d'être avec nous, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. On va parler avec vous de la réforme des retraites. C'est à 17h que François Bayrou annoncera le résultat de ses discussions avec les partenaires sociaux. A-t-il sauvé le conclave et sa place à Matignon par la même occasion? On verra ce que vous en pensez. Puis va-t-il devoir sauver l'unité du socle commun qui se fissure de jour en jour, Stéphane? On va essayer de répondre à cette question. Qu'y a-t-il encore de commun dans ce socle commun? C'est à suivre dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions donne également la parole aux élus locaux. Et on va parler aujourd'hui des assises du civisme. Elles avaient lieu hier et on est en direct avec l'organisateur de ces assises du civisme. Bonjour Maxence de Rugy, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire LR de Talmont-Saint-Hilaire, c'est en Vendée. Alors vous avez organisé ces assises du civisme. D'abord, racontez-nous en quoi ça consiste et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a 10 ans maintenant, j'ai créé un passeport du civisme pour les jeunes CM2. Après les attentats de Charlie Hebdo, l'objectif, c'était de réamorcer une nouvelle génération civique, c'est-à-dire donner à nos jeunes le goût de s'engager, le goût de pouvoir donner de son temps pour les autres. Ça fait 10 ans, 500 communes ont adhéré au passeport du civisme. Et puis, pour cet anniversaire des 10 ans, eh bien, les assises du civisme ont été un coup de projecteur sur un baromètre du civisme et de l'état, la situation de l'engagement des Français dans leur pays. Juste le passeport du civisme, pour qu'on comprenne bien, comment ça marche? En fait, c'est un parcours civique qui se déroule pendant l'année scolaire. C'est un petit livret qu'on remet à nos jeunes de CM2 et pendant toute l'année scolaire, ils auront des actions à réaliser sur différentes thématiques civiques. Donc le devoir de mémoire avec la participation aux commémorations, aller visiter les personnes âgées dans nos EHPAD, faire des actions pour connaître les valeurs de la République. C'est aussi des actions envers le patrimoine, envers l'environnement. Toutes ces actions doivent créer chez le jeune ce goût de l'implication locale. Et c'est cette cohésion locale qui crée cette cohésion nationale. Voilà, par nos communes, on recrée du lien quand on voit que la société se distend ou se fracture. On a vu, vous l'avez dit, il y a un baromètre qui a été révélé à cette occasion. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un délitement du sens civique dans la société ? C'est ce qu'on a voulu rechercher grâce aux travaux de Jérôme Fourquet avec l'IFOP. Est-ce que c'est qu'un sentiment d'individualisme ou est-ce qu'il est réel dans notre pays ? Très clairement, les chiffres sont pas bons. Notre baromètre, il est terrible. Il y a une dégradation du sentiment civique. Plus de 80% des Français pensent qu'on va vers une société plus individualiste, qui se replie sur elle-même, qui s'engage moins, qui est plus violente. On se parle moins en France et on se parle mal. Donc les chiffres sont assez terribles. Néanmoins, heureusement, on voit qu'il y a une aspiration des Français à plus de commun, à recréer une république de l'engagement avec des droits et des devoirs. Notamment, on a des chiffres très intéressants sur le bénévolat, sur la volonté de s'engager dans sa commune. Plus on est en local, finalement, plus on a envie de s'engager. On a aussi des chiffres très intéressants sur les symboles nationaux, la Marseillaise, la devise républicaine. Voilà, il y a un attachement malgré un délitement. Comment vous, en tant que maire, vous le remarquez, ce délitement et à la fois cet attachement, parce qu'il y a aussi du positif, vous le disiez. Exactement, c'est tout le paradoxe français sans doute. En tant qu'élu local, on est sans doute les premiers témoins d'une certaine dégradation du pacte républicain, du pacte social, d'une cohésion locale. Et les chiffres le montrent. Je disais, on se parle mal, eh bien la violence dans l'espace public augmente, les solidarités de proximité aussi régressent. Donc, en tant qu'élu, on est aux premières loges de ce décrochage civique finalement. On s'implique moins
On le dit d'ailleurs, en termes de civisme, on a demandé aux gens de se noter. Est-ce que vous êtes civique? Eh bien, on voit bien que là encore, on se considère moins civique. Alors, quand on se regarde soi-même, on se considère un peu plus civique que les autres, quand on juge les autres. Néanmoins, voilà, il y a cette dégradation du commun, de la chose commune, du vivre ensemble. Et le baromètre, il révèle aussi qu'il y a le sentiment chez les Français que le débat politique aussi s'est radicalisé et de plus en plus violent. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité des élus qui doivent servir d'exemple ? Oui, il y a des chiffres éloquents et qui doivent faire réfléchir tous les élus, et peut-être au premier chef les élus nationaux. La violence dans les débats publics est révélée très clairement dans l'enquête, et sans doute que l'Assemblée nationale ne donne pas le bon exemple. Et ça, c'est très clairement dit. La violence dans l'espace public arrive en troisième position quand la violence dans l'hémicycle arrive en première position. Donc on voit bien que ce qui est donné à voir à travers la politique nationale, eh bien, ce sentiment voilà, de violence, de possibilité de tout dire, de tout faire, eh bien, se ressent aussi dans le vivre ensemble au niveau local. Merci beaucoup. Merci Maxence de Rugy d'avoir été avec nous. Vous avez donc organisé hier ces assises du civisme. On le rappelle, vous êtes maire de Talmont-Saint-Hilaire, c'est en Vendée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un mot quand même sur ces assises du civisme et ce qu'elles révèlent. Alors, il y a à la fois, le maire le rappelait, du négatif, c'est-à-dire le délitement du sens civique, mais il y a aussi l'envie chez les citoyens justement de le retrouver. Oui, il y a une envie d'engagement aussi au niveau des communes ou quoi, mais au niveau local seulement, enfin principalement, on a l'impression qu'il y a toujours cette idée que c'est au niveau local qu'on peut agir, qu'il y a une crédibilité. Et il y a beaucoup de défiance à l'inverse vis-à-vis des politiques, et il le soulignait, l'ensauvagement, il le voit plutôt à l'Assemblée nationale que justement au niveau local. Donc je pense que là c'est intéressant, et c'est peut-être des graines à voir vraiment, à faire pousser, de savoir comment on refait un engagement politique à partir du local, parce que en effet on re-questionne tout ce qui se passe au Parlement, on re-questionne le rôle des ministres, des députés. Les Français sont très critiques par rapport à tout ce qui se passe, mais il y a en effet une possibilité pour cet engagement-là. Moi, je pense que c'est quand même assez positif, parce qu'on voit qu'il y a une appétence pour des projets communs, et c'est ce qui manque. On voit en effet les parlementaires se disputer, on voit les ministres et le gouvernement avoir du mal à projeter un projet commun, parce qu'il y a très peu de commun dans le socle commun. Et pourtant, les Français, c'est ce qu'ils veulent. Globalement, c'est ce qu'ils disent quand même. Ils disent qu'on a besoin de choses en commun pour pouvoir partager, même si la société est de plus en plus individualiste, il y a une appétence pour ça. Donc il va falloir savoir comment y répondre, et c'est vrai que c'est le local pour l'instant qui répond le mieux à cette demande. Okay. Alors, c'est intéressant parce que c'est Jérôme Fourquet qui a été effectivement invité à travailler et à porter une enquête sur cette conférence du civisme, qui est un moment en fait assez important. C'est intéressant parce que c'est lui-même qui a établi la carte de France du repli, avec le boom des ventes des piscines et des barbecues. C'est-à-dire que voilà, les Français se sont repliés sur leur propre communauté, et pour autant, ils sont en demande, donc, comme s'il avait fait un regret peut-être, mais en réalité, ils sont en demande de cohésion, de retrouver du lien, de retrouver de l'engagement. En fait, on en parlait tout à l'heure, le temps qui va nous rester maintenant, c'est au fond d'accumuler les signaux faibles, les pièces du puzzle, pour savoir comment va se composer la grande pièce de 2027. Et ce qui se passe là avec les propos autour du civisme, c'est un moment en fait important. Et d'ailleurs, ceux qui prétendent aux plus hautes fonctions ne s'y sont pas trompés, parce que le casting était quand même assez fourni. Vous avez tous les candidats potentiels qui ont défilé, depuis Karim Ouamram jusqu'à Édouard Philippe, en passant par Retailleau et bien évidemment David Lisnard. Donc de ce point de vue-là, ils sentent bien que cette tribune-là, elle est importante pour pouvoir développer le diagnostic de la société et poser un début de solution. Donc dans ce qui émane de cette conférence, on entend ce bruit de fond de la société, qu'on a beaucoup voulu regarder, et qu'on regarde beaucoup depuis les Gilets jaunes en particulier, pour savoir ce qu'elle a à dire et comment elle va se positionner, et peut-être à rebours des agendas habituels médiatico-politiques, des sondages et de ce que l'on croit être juste. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas instrumentaliser justement cette parole qu'on est en train de faire jaillir.
Et on voit qu'il y a cette tentation, et notamment à droite, parce que je parlais tout à l'heure d'ensauvagement, il y a un peu ce raccourci de dire il n'y a plus de civisme, les gens sont contre cet ensauvagement, donc il va falloir des mesures très difficiles. Probablement, il y a quelque chose à faire sur l'autorité, la sécurité, toutes ces questions régaliennes, mais il y a aussi quelque chose à faire sur un projet, sur des projets, sur quelque chose qui nous rapproche, sur des ambitions. On est quand même très sur les contraintes, sur le négatif, sur la sécurité. Il n'y a pas que ça. Et je pense que les Français et les Françaises, ils attendent ça. Et sur les territoires, ils attendent ça aussi dans les territoires. On va parler de la réforme des retraites. François Bayrou va-t-il sauver le conclave? Il s'exprime à 17h pour tirer les conclusions des échanges entre partenaires sociaux. Un Premier ministre sous pression politique, comme l'a montré hier la séance de questions d'actualité au gouvernement devant les sénateurs. On voit ça avec Jérôme Ravier. Il espère toujours une fumée blanche pour boucler le conclave des retraites. François Bayrou continue de croire qu'il peut boucler cette séquence avec un accord entre partenaires sociaux. Il est faux de penser que le conclave, comme on l'a appelé, ait été un échec. Au contraire. Le Premier ministre, pour transformer cette absence d'accord en réussite, promet une prise de parole à 17h ce jeudi. Je dirai aux Français ce que nous pouvons trouver comme accord, et s'il demeure des points de désaccord, le gouvernement les tranchera. Mais interrogé sur le fait de revenir devant le Parlement avec un nouveau texte sur les retraites, le Premier ministre est resté plus évasif. Si cet accord entraînait des dispositions législatives, elles seront soumises au Parlement et le Parlement aura toutes les occasions de s'exprimer sur ce sujet. Une réponse qui n'a pas satisfait les socialistes et communistes qui l'interrogeaient et qui le menacent de censure à l'Assemblée. Sachez que vous avez intérêt à parler aux républicains, au sens large du terme, de ce pays, plutôt que de vous lier éventuellement au bon vouloir du RN. Ça a coûté cher à votre prédécesseur. Mais pour les alliés du gouvernement, il est impossible de retourner devant l'Assemblée nationale morcelée pour voter sur les retraites. Il y a une majorité hétéroclite, un peu baroque, gauche, Rassemblement national, pour abroger la réforme des retraites. François Bayrou devrait donc s'avancer et notamment trancher les dispositifs discutés lors du conclave par les partenaires sociaux présents. Le sujet de la retraite des mères de famille pourrait notamment connaître des avancées. Michael, est-ce que François Bayrou va réussir à sauver ce conclave? Regardez les ministres au banc autour de lui qui le regardaient avec un air inquiet à l'instant même. C'est assez frappant de voir à quel point il y a une grande crainte quand même pour l'avenir de ce gouvernement. Et autour de cette question, effectivement, de ce conclave, en tout cas de cette méthode. Parce qu'en réalité, la vraie question posée à travers ce conclave, c'est aussi est-ce que la méthode politique qu'a voulu poser François Bayrou, qui consistait à gagner beaucoup de temps, le plus de temps possible, ce qu'il a partiellement réussi à faire, à refaire parler les gens et à recréer une démocratie sociale qui a été abîmée, altérée depuis 2017, est-ce qu'elle allait fonctionner? Il y a eu des petites avancées, et puis des crispations ensuite de la part des partenaires sociaux qui ne sont pas arrivés à un accord. Donc maintenant, effectivement, c'est tout l'enjeu politique de la survie de François Bayrou à Matignon qui est posé. Mais une fois de plus, ce ne sont pas les partenaires sociaux qui vont dénommer ou renvoyer François Bayrou. C'est la prérogative du président de la République. Donc je pense qu'on pose aussi une question qui ne correspond pas à une réalité pour l'instant. Alors on va voir ce qu'en dit Gérard Larcher, le président du Sénat. Il était l'invité ce matin de TF1. Nous sommes entrés au gouvernement pour deux choses. Doter le pays d'un budget, et on va le retrouver cette année. Seconde des choses, nous éviter un gouvernement de gauche, d'ailleurs dominé par l'extrême gauche. Donc nous sommes à l'intérieur, nous n'avons pas un accord de coalition, nous ne l'avons pas formalisé comme tel. Nous avons des points de différence, voire de divergence sur la proportionnelle. J'y suis totalement hostile parce que la proportionnelle, pour moi, c'est la distance entre l'électeur. On va écouter Gérard Larcher sur ce sujet dans quelques instants. C'est la question du socle commun, mais le président du Sénat, il s'est également exprimé, on le disait, sur la question de la réforme des retraites. On l'écoute. Voilà, je fais confiance aux partenaires sociaux. Nous listerons aujourd'hui quels sont leurs points de convergence, quels sont les points de divergence. J'ai vu hier le Premier ministre, il s'est exprimé aussi devant le Sénat. Eh bien, il en tirera les conclusions et peut-être
peut-être le moment venu, et il proposera un texte. Il proposera un texte pour résoudre, non pas toucher à l'âge, question des retraites par l'âge, mais résoudre des questions importantes qui sont liées notamment à l'usure professionnelle. Alors, Gérard Larcher, il évoque l'hypothèse d'un texte. Pas évidemment sur les 64 ans, mais sur d'autres sujets, notamment l'usure professionnelle. Est-ce qu'il va avoir d'autres choix, François Bayrou, que de présenter un texte au Parlement ? Ça paraît difficile parce que c'est vrai que sinon, ça remettrait en question complètement la crédibilité de ce conclave qui était en effet fait pour gagner du temps, pour lui, pour rester, garder son gouvernement. L'idée était pipée un peu déjà dès le début, puisqu'il avait dit pas de tabou, puis finalement il y a un gros tabou, c'est celui de bouger l'âge du départ à la retraite. Donc c'est vrai que les partenaires sociaux, il y en a beaucoup qui ont dit on quitte la table parce que les dates sont pipées. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, les partenaires sociaux, ils sont quand même très responsables et ils ont mis en avant un certain nombre de mesures, que ce soit sur la pénibilité, sur les carrières des femmes, et tout ça qui était censé d'ailleurs être dans le projet initial, si on remet en arrière du projet de retraite vraiment de départ, qu'avait présenté Elisabeth Borne il y a quelques années. Maintenant, ça serait intéressant qu'on puisse avancer là-dessus. Et c'est vrai que ça serait la seule façon de sauver un tout petit peu les meubles et l'utilité de ce conclave de la part de François Bayrou. Maintenant, ça demande quand même du courage, parce que c'est pas dit que ça parte encore en vrac de poser un projet de loi, de le faire discuter au Parlement, parce que, comme on le dit, il y a tellement pas d'accord dans ce Parlement et tellement de raisons de discuter tout et rien que ça risque encore de faire mousser la chose. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de blague qui se poursuit, mais qui est pas drôle du tout, en fait. Cette réforme des retraites et ces négociations, c'est des sujets qui importent quand même beaucoup les gens, et on comprend pourquoi. Et on a l'impression qu'on en fait un objet politique, un objet tactique pour durer, alors qu'il y a vraiment des réalités, des vies derrière ça. Je trouve que ça serait important que ces mesures sur lesquelles les partenaires sociaux ont réussi quand même à se mettre d'accord, elles puissent être hissées, elles puissent devenir une réalité. On verra ce que François Bayrou en dit tout à l'heure. Est-ce que politiquement, il n'a plus que des mauvais choix maintenant, François Bayrou, pour se sortir de ce conclave ? Oui, il a des choix, au fond, qui vont rester les mêmes. Il a des choix tactiques. Effectivement, il n'a pas de marge de manœuvre, d'amplitude politique pour pouvoir vraiment faire avancer le sujet et sortir de cette ornière. Majoritairement, les Français veulent l'abrogation de cette réforme. La plupart des candidats putatifs maintenant au débat présidentiel posent ce sujet comme étant un sujet qui sera structurant pour 2027. Donc ça veut dire que ça ne sera pas réglé et que de toute façon, ça sera encore sur le tapis. Moi, ce qui me frappe quand même dans ce conclave, enfin ce qui m'interpelle, c'est quand même la constance de la CFDT. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce syndicat fait la démonstration que sans cette constance, cette cohérence et cette capacité de pouvoir à chaque fois s'efforcer dans toutes les circonstances, on est quand même dans un dispositif totalement dysfonctionnel. On pose des débats picrocolins à l'égard des enjeux mondiaux et internationaux parce que la France est dans cet état. Mais à chaque fois, heureusement qu'il y a quand même des îlots au fond de réflexion, de stabilité de manière générale. Les syndicats métabloquants sont partis de ce conclave depuis le départ. Restent ceux qui disent on va quand même essayer de trouver des solutions. Et ça, je comprends entre les lignes que Gérard Larcher leur adresse aussi un message en disant on ne va pas vous désespérer. Hein. Mais c'est vrai que ça raconte aussi l'état du pays. Voilà. Et ça poursuit la conversation après le reportage sur le civisme. On continue à dessiner ce tableau qui est très inquiétant de manière générale. Ouais. Je pense qu'il faut faire attention entre ce conclave, entre les conventions citoyennes, de pas, on a multiplié des objets comme ça non identifiés qui, au bout du compte, on a l'impression qu'ils servent à rien, juste à remuer un petit peu le discours, à calmer le jeu. Et ça, c'est risqué parce qu'au bout d'un moment, ça décrédibilise un petit peu l'action politique. On a l'impression qu'on essaie de noyer le poisson et qu'il se passe pas réellement grand-chose à l'issue de ça. Il faut faire très attention. Je pense que c'est délicat de jouer avec ces objets-là indéfiniment. Et c'est dans ce contexte politique d'autant plus compliqué que va s'exprimer François Bayrou, puisque
Le socle commun vit des moments un peu difficiles, Stéphane. Que reste-t-il de commun entre les 5 partis de la coalition gouvernementale? Écoutez, la question se pose, on en a beaucoup parlé. Ces dernières semaines, les divisions sont exposées au grand jour sur plusieurs sujets. Si j'en prends un seul, la proposition de loi du sénateur LR Daniel Grémier, proposition de loi sur la trajectoire énergétique de la France. Une proposition de loi qui a été rejetée à l'Assemblée en début de semaine, notamment après l'adoption d'un amendement LR voté par le RN qui instaurait un moratoire sur l'éolien et le photovoltaïque. Donc, je récapitule, un texte LR du Sénat modifié largement par les élus LR de l'Assemblée nationale contre l'avis des autres partis de la coalition gouvernementale, Renaissance, Modem, Horizon et UDI ici au Sénat. Gabriel Attal avait dénoncé à ce moment-là un axe LR-RN anti-écologie. Alors ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres, ça s'arrête pas là. Comme le texte pour modifier le mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille. On en parlait hier, cette fois ce sont les LR du Sénat qui y sont opposés, mais malgré l'échec d'un accord en commission mixte paritaire, le gouvernement veut poursuivre l'examen du texte. Des divisions, certes, mais rien de dramatique, veut rassurer la sénatrice centriste Isabelle Florennes. Il faut se garder de prise de parole au sein de cette coalition, de ce socle commun, qui peuvent fracturer un peu plus parfois finalement des désaccords. Il y en a toujours eu. Des désaccords au sein des majorités, il y en a. On les traite au Sénat, on essaye de les traiter au sein de la majorité. À l'Assemblée, évidemment, c'est compliqué. Mais voilà, le rôle du Sénat, c'est d'avancer quand même. Alors, comment le socle commun peut continuer de travailler ensemble malgré ces désaccords? Bien, en tentant d'être animé par un objectif commun, semble-t-il. Le président du Sénat, Gérard Larcher, était sur TF1 ce matin. On l'a un petit peu entendu, mais là, on va l'écouter en entier. Il a raison, il rappelle la raison d'être de cette fragile coalition. Nous sommes entrés au gouvernement pour 2 choses. Doter le pays d'un budget, et on va le retrouver cette année. Seconde des choses, nous éviter un gouvernement de gauche, d'ailleurs dominé par l'extrême gauche. Donc nous sommes à l'intérieur, nous n'avons pas un accord de coalition, nous ne l'avons pas formalisé comme tel. Nous avons des points de différence, voire de divergence sur la proportionnelle. J'y suis totalement hostile parce que la proportionnelle, pour moi, c'est la distance entre l'électeur et l'élu, et parce qu'aussi c'est un facteur d'instabilité supplémentaire. Je prends cet exemple parce que nous en avons parlé hier après-midi. Bon, la proportionnelle, c'est donc un troisième sujet de divergence au sein de cette, alors lui ne dit pas coalition, mais de ce bloc central à minima. Et il fera face à nouveau, le gouvernement, à une motion de censure la semaine prochaine déposée par le Parti socialiste. Après l'échec du conclave sur les retraites, le RN ne devrait pas la voter et offrir un petit peu de répit à François Bayrou. Mais même dans son propre camp, dans le camp du Premier ministre, eh bien, des députés s'interrogent sur une méthode qu'ils jugent, je cite, bordélique. Frédéric Valletoux, qui était invité tout à l'heure ici, Oriane, député Horizon, estime même que le socle commun n'existe plus vraiment. On n'a pas de feuille de route, on ne sait pas ce sur quoi on doit travailler. On parlait du budget, c'est l'acte majeur dans un pays, on ne sait pas à quoi il va ressembler, on n'entend parler de rien, on est associé à rien. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est compliqué de se dire on est solidaires les uns des autres, mais pour aller où, pour faire quoi? Et à cette question, sincèrement, on ne sait pas répondre et personne ne sait répondre. Et en coulisses, certains de ce bloc central viennent même à espérer qu'il soit censuré, François Bayrou, pour avoir un nouveau chef de gouvernement. Mais bon, pour autant, ils n'appuieront pas sur le bouton. Ouais, est-ce que le socle commun, il existe encore? On parle plutôt du tacle commun. Ça, je pense que d'après ce qu'on vient d'écouter là, tout le monde, ça fait penser un peu au crime de l'Orient Express. Hein, vous voyez, tout le monde a une raison d'entrer dans le wagon et de donner un coup de couteau. Donc vous avez 14 ou 15 meurtriers. Et tout le monde il considère qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc oui, ça prolonge encore ce qu'on expliquait tout à l'heure à propos du conclave. On est dans la dysfonction totale. Voilà. Donc franchement, pour des Français qui s'intéressent à la politique, et les Français aiment la politique, et ils doivent effectivement être bien perdus. Et en tout cas, ça stimule vraiment bien les regards d'entomologistes pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette majorité. Et bon, ce que tout ça aura son expression dans les urnes. Émilie. Je pense que c'est comme si on avait mis le chronomètre là en route pour 2027. C'est une espèce de fin de règne de ce socle commun qui n'a jamais trouvé son sens et qui ressemble plutôt à une représentation de coups tactiques en fait, qui n'a pas véritablement de fond, mais juste pour essayer de passer chaque étape, d'avoir une espèce de tactique et pas vraiment de ligne directrice, ce que dit d'ailleurs Frédéric Valletoux ce matin ici même. Donc on voit la limite de ce en même temps. C'est vraiment clairement ça finalement, c'est que cette promesse de en même temps de 2017 d'Emmanuel Macron, elle se traduit là par
aucun sens, des députés qui votent dans le même camp complètement en contradiction, qui ne savent même plus sur quelle ligne porter leur voix. Moi, je pense que c'est comme une fin de règne qui s'annonce. Le problème, c'est que c'est 2 ans. Alors, il y a les municipales qui peut-être vont nous donner un autre souffle plus local, mais ça va être compliqué de passer 2 ans comme ça, alors qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun projet, aucune ligne vraiment claire qui puisse émerger. Et c'est pas seulement donc les Français qui sont en panne de ça, c'est même les parlementaires qui disent, et donc les élus du socle commun qui disent on n'a rien sous la main pour savoir où on va. C'est terrible quand même, parce que c'est comme si on nous avait mis dans un bain noir là, et on sait plus tellement comment s'en sortir. La seule chose positive, moi, que je vois, c'est qu'on a l'impression que les forces à droite et à gauche sont en train de se réorganiser. Et on le voit notamment donc à droite avec Bruno Retailleau qui, en tant que ministre de l'Intérieur, a trouvé de la crédibilité, de la notoriété et essaie de reconstruire quelque chose, en tout cas à droite. On ne sait pas si à gauche ça émergera en dehors de l'extrême gauche tirée par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est peut-être ça l'avenir, c'est-à-dire que maintenant qu'on aura passé cet épisode un peu chaotique du en même temps, qu'on revienne sur un clivage qui donne un petit peu plus de lisibilité à la fois aux politiques et aux citoyens. Alors, on l'a entendu, Gérard Larcher, il essaye quand même de sauver un peu le truc. Il dit oui, il n'y a pas de coalition gouvernementale, mais il existe encore un socle commun. On l'a vu notamment sur la loi Paris-Lyon-Marseille, le Sénat y est hostile, Gérard Larcher y est hostile, François Bayrou envisage peut-être de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Gérard Larcher, il appelle à ne pas faire sans le Sénat. Ça peut se compliquer, les relations entre François Bayrou et le Sénat, et il pourrait perdre un gros appui ici. Oui, on sent bien que c'est la tentation, et puis on sent bien que le Sénat, de ce point de vue-là, et a raison, fait valoir toute sa force, toute sa capacité de pouvoir justement réellement peser sur les enjeux et au fond, rappeler que le centre de gravité, il est dans une réflexion, il est dans une capacité de pouvoir envisager les sujets sur le fond et de trouver une méthode cohérente. On est dans ce contexte de grand dérèglement politique. Il y a effectivement ce message de la cohérence que les Français réclament énormément, valident énormément. C'est la raison pour laquelle vous avez des essors sondagiers pour l'instant de personnalités qui, parce qu'elles présentent un discours cohérent, alors sont validées au moins dans l'écoute. On verra comment ça se passera pour les campagnes électorales. Donc oui, c'est effectivement cela. Et une fois de plus, parce que je pense qu'il ne faudra quand même pas l'oublier, on aime bien faire des commissions d'enquête dans ce pays. Un jour, il faudra quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce 9 juin au soir pour que le président de la République appuie sur le bouton du dérèglement politique qui aujourd'hui fait encore souffrir la démocratie française, fait malgré toutes les rodomontades, malgré tous les discours officiels avec lesquels on bombarde, en réalité, c'est le chaos qui a commencé ce jour-là. Et aujourd'hui, on en paye encore les frais. Ce jour de la dissolution. Et François Bayrou, qui a un socle commun fragile, mais qui est aussi sous la pression des oppositions, la gauche, notamment le PS, qui envisage une motion de censure, que le RN dit pour le moment qu'il ne votera pas. Comment on explique cette stratégie du RN ? Je pense que le RN, il n'a pas trop intérêt pour l'instant à bousculer l'ordre de ce qui se passe au Parlement avec ce qui s'est passé, le procès contre Marine Le Pen. C'est pas un bon moment et je pense qu'ils sont pas prêts en fait à tout ça. On voit qu'il y a beaucoup de fragilité du côté du Rassemblement national. Donc je pense qu'il y a un peu cette méfiance. Et puis il y a l'idée de dire il y a déjà suffisamment de chaos, ça c'est un petit peu lancé aux Français, pour en rajouter. Et on va pas, on est toujours dans l'esprit de la cravate, la stratégie de la cravate, c'est-à-dire responsable, sage, politiquement correct, et donc il y a ça. Donc on voit bien que cette menace de censure, elle s'éloigne, mais bon, elle s'éloigne pour revenir très vite à l'automne, au moment où on va discuter le budget. C'est là où il va y avoir encore un pas très compliqué pour François Bayrou. Il tient, finalement, il tient quand même plus de mois que Michel Barnier. Il arrive à tenir, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais globalement, oui, l'étape du budget, ça sera plus compliqué. La gauche
gauche, c'est normal qu'elle se positionne comme ça, hein, puisqu'elle a besoin de montrer son opposition suite à tout ce qui s'est passé au niveau de la réforme des retraites. Maintenant, je pense que ça ira pas plus loin, mais encore une fois, c'est des tactiques, c'est des petits pas politiques, et c'est pas des grandes choses. Donc ça va revenir comme un boomerang, je pense, à l'automne, oui, très fortement. Est-ce que le PS y souhaitait vraiment la censure, ou est-ce que ça l'arrange que le RN dise qu'il ne censurera pas cette fois-ci? Oui, ça les arrange, parce que ça leur permet de créer de la posture et de dire, voilà, à la fois nous sommes dans une logique de post-congrès pour montrer que nous avons retrouvé de la force politique, mais en réalité, on fait ça avec une assurance qu'il n'y aura pas de grand bouleversement. Selon les informations qui nous reviennnent vis-à-vis du RN, effectivement, le rendez-vous, c'est l'automne et c'est le budget, avec une analyse assez nouvelle qui est en train d'émerger, d'après ce qu'on nous explique, c'est qu'en réalité, il y a une volonté de provoquer une dissolution. Et au prix même du fait que Marine Le Pen ne soit pas candidate, parce qu'elle ne pourra pas l'être du fait de sa situation de justice, mais ils disent c'est pas grave, de toute façon Marine Le Pen n'a plus besoin aujourd'hui d'être identifiée en étant à l'Assemblée, elle existe par elle-même, et donc il faut aussi surtout que l'on puisse avoir une expérience au pouvoir pour convaincre les Français de notre capacité à diriger le pays. Et sans une expérience au pouvoir au préalable, à Matignon, on ne sera pas capable de faire cette démonstration. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, ce qui revient de la stratégie nouvelle du RN, c'est rendez-vous au budget pour pouvoir être en mesure de tenter de provoquer une solution, parce qu'évidemment, ce ne sont pas eux qui décident, une fois de plus, mais de créer cette atmosphère-là, parce qu'il y a la volonté de dire, à ce moment-là, on arrivera au pouvoir et on sera en capacité de démonstration à suivre. À suivre, et merci à tous les deux. Restez avec nous, on regarde ce qu'elle a une de nos journaux régionaux. Stéphane, on commence avec les orages qui ont frappé la France et fait 2 morts au moins en Mayenne et dans le Tarn-et-Garonne. Oui, c'est à la une de Sud-Ouest. Ce matin, un adolescent de 12 ans est mort dans le Lot-et-Garonne après une chute d'arbre. Et dans la Mayenne, c'est un homme de 59 ans qui est décédé alors qu'il était en quad. Au nord du Pays Basque, raconte Sud-Ouest, ce sont des grêlons de la taille d'une balle de golf qui se sont abattus. Le maire de la ville d'Ur déplore dans sa commune une école qui est détruite par ces grêlons, toiture abîmée, vitres cassées. Des orages qui sont arrivés en pleine montée des températures, notamment dans le sud. Oui, la Méditerranée surchauffe, titre Midi Libre, qui nous donne la température de la mer. L'eau est montée jusqu'à 27 degrés à Palavas-les-Flots hier. C'est très haut, c'est très chaud. Et cette température est plutôt constatée au mois d'août d'habitude. Sylvain, un coureur au bord de mer, le dit à Midi Libre, il n'a pas souvenir de s'être baigné si tôt dans l'année dans une eau aussi chaude. C'est presque inquiétant et ça l'est effectivement puisque ça modifie la biodiversité. De nouvelles espèces apparaissent comme le crabe bleu, les algues filamenteuses et ça a des conséquences sur la pêche. Et la chaleur, elle inquiète aussi vers matin parce que du coup, ça surchauffe dans les écoles. Dans la ville de Grasse, Oriane, les parents d'élèves d'une école maternelle et élémentaire ont mesuré la température dans les classes. Devinez combien il a fait, jusqu'à 41 degrés. Tellement haut que certains parents ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. La Fédération des parents d'élèves dans les Alpes-Maritimes s'inquiète. Les collégiens commencent les épreuves de brevet dès aujourd'hui et les professeurs ont observé chez les élèves des maux de tête, des vomissements, des diarrhées. À ce niveau-là, c'est presque de la maltraitance, s'indigne Khadija El Wahabi, la présidente de la FCPE dans le département. Le journal L'Union donne la parole aux conducteurs de véhicules rappelés à cause de leurs airbags Takata. Un vrai casse-tête partout en France. 2,5 millions de voitures équipées de ces airbags ont été rappelées. 1,7 million de voitures sont interdites de circuler. Dans l'Union, les propriétaires d'une Volkswagen achetée en 2008 ou d'une Citroën C3 témoignent. 3 semaines d'attente pour changer un airbag. Un risque qui leur paraissait jusqu'à la mort d'une femme à Reims le 11 juin. Un peu dérisoire. Et puis depuis cet événement-là, eh bien, cette explosion est prise très au sérieux. En tout, les airbags Takata ont fait 16 morts et 24 blessés en France. Allez, on termine avec du foot et l'inquiétude des supporters lyonnais qui n'arrivent pas à croire à la relégation de leur club en Ligue 2. Impossible pour eux. Depuis la décision du gendarme du foot français, la DNCG, les supporters de l'OL réagissent. Dans la ville, on voit des banderoles, Textor dehors qui fleurissent partout, mais il y a quand même des optimistes. Franck se dit qu'être en Ligue 2, ça permettra de faire beaucoup de derbies contre Saint-Etienne, par exemple. Voilà. Ah bah voilà. On appelle voir le verre à moitié plein. Ouais, il y a du positif partout. Merci. Bon, ils sont pas encore en Ligue 2, il y a un appel. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Émilie Zapasky. Merci Michael Darmon d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. Très bonne journée.